avoir le luxe comme ça, de donner tes conseils, que ce soit trois présentations et après un dialogue, peut-être si ça vous convient. On fait comme ça. Donc, il y a monsieur Murat qui est à distance, qui va commencer. On vous laisse la parole. Oui, bonjour. Oui, j'entends. Mais bon, en sourdine, avec les masques et la distance, ça va être dur de vous entendre. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Steph, médiateur de Santé Père au Un Chez Soi d'abord de Toulouse. Comment dire, je suis désolé de ne pas être avec vous parce que le train a été annulé hier, donc je le fais en visio aujourd'hui. Donc, je vais commencer sur le thème de l'atelier qui est mieux inclure pour faciliter l'accès. Et j'ai renversé la phrase pour dire faciliter l'accès au logement pour mieux inclure dans la société. Et donc, je vais vous lire les 8 principes du Housing First, édictés par Tim Ferriss dans les années 90 à New York, et qui sous-tend tout le logement d'abord et tout le Housing First dans le monde et en France en particulier. Le premier principe, c'est que le logement est un des droits humains. Je reviendrai là-dessus. Qu'est-ce que c'est le logement plus tard pour l'ONU, qui a fait une définition très exhaustive de qu'est-ce qu'un logement convenable. Donc, dans ce cas-là, le second principe, c'est le choix et le contrôle par les locataires. Je cite, « Une personne qui participe au programme de logement d'abord doit pouvoir exercer de vrais choix quant à sa manière de vivre sa vie et quant au type d'accompagnement qu'elle reçoit. » Donc, les locataires sont encouragés à suivre les traitements médicamenteux, encouragés, je souligne encouragés, pas obligés, à réduire les risques liés à l'usage de produits psychoactifs et à s'engager dans la vie citoyenne. L'autodétermination est la base du rétablissement. Un équilibre entre les choix du locataire et son bien-être est promu. Le troisième principe, c'est la séparation entre le logement et l'accompagnement. Le locataire n'est pas soumis à une obligation d'accompagnement pour conserver son logement. Le principe de séparation du droit au logement et de l'accompagnement ne peut être remis en question au sein du dispositif. Concrètement, si un locataire ne veut pas voir l'équipe de l'accompagnement, eh bien, il garde son logement. Quatrième principe, c'est un accompagnement orienté rétablissement. Donc, le rétablissement est centré sur le bien-être de la personne, que cela soit au niveau de sa santé physique ou mentale, qu'au niveau du soutien social disponible ou de son intégration sociale. Le rétablissement ne signifie pas que le locataire n'aura plus de symptômes, de problèmes et qu'il ne faille pas lutter. C'est un processus fait de réussite et d'erreur, de pas en avant et de retour en arrière. L'accompagnement est souple et imaginatif pour que le locataire choisisse sa propre voie, tout en ayant conscience que le locataire ait pu vivre des expériences traumatisantes. L'accompagnement valorise les atouts du locataire en lui donnant l'espoir d'une vie meilleure et la possibilité de changements positifs. Le cinquième principe est la réduction des risques. L'idée maîtresse est que l'abstinence de produits psychoactifs est un processus complexe. L'imposer aux personnes sans domicile et vivant avec des troubles psychiques sévères ne fonctionne pas. La réduction des risques et des dommages est bien plus efficace. Le centre de cette philosophie est une approche globale tenant compte des causes et des conséquences liées aux consommations. Le sixième principe est l'engagement actif sans coercition. Il nous faut inciter, persuader le locataire de façon positive pour qu'il se mobilise dans le but d'être apte à affronter les défis de la vie. L'accent est mis sur le fait que l'accompagnement est inconditionnel et que le rétablissement est possible en termes de santé, de bien-être, d'intégration sociale et de qualité de vie. Le septième principe, c'est que la personne est au centre de l'accompagnement. Les services du logement d'abord sont mis en place en fonction des besoins de l'usager. Les locataires sont accompagnés dans le projet de vie qu'ils souhaitent. Il est pris en compte tous les aspects de la vie qu'ils souhaitent mener. L'accompagnement respecte les droits et les besoins de la personne sans domicile et ayant des troubles psychiques sévères.
Enfin, le dernier principe est la souplesse dans l'accompagnement autant que de besoin. Autant que de besoin signifie jusqu'à ce que le locataire puisse avoir une vie autonome, une santé, un bien-être et une intégration sociale. Cela prend du temps mais n'est pas obligatoirement permanent. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les principes du un chez soi d'abord, tel que l'on le pratique tous les jours. Ça sous-tend notre action au quotidien. Et maintenant, sur le rôle du MSP, je tenais à dire que cela se résume par l'acronyme ESPER. ESPER, le premier mot, le E, c'est l'espoir. Le rétablissement repose sur l'espoir qui est une faculté humaine d'attendre d'une vie meilleure. Le médiateur de santé père est un exemple positif qu'il est possible d'avoir une vie satisfaisante malgré les symptômes et la maladie. Le S est le soutien. Il repose sur l'aide réciproque que s'apportent des personnes ayant traversé des expériences similaires. Le P est le plaidoyer. Il s'agit de savoir communiquer avec les autres de façon efficace afin d'obtenir ce dont on a besoin pour se rétablir. Le plaidoyer consiste également à représenter ses propres intérêts et à reparler en son nom propre. Le second E est l'empowerment, que je traduis par empouvoirment à la québécoise, que l'on traduit par pouvoir d'agir en France. C'est la capacité de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Et c'est le fait de se mettre en mouvement, de prendre une décision. Et le dernier point, le R, est la responsabilisation. La responsabilisation, c'est prendre conscience de son rôle dans son parcours de soins et d'être en mesure de prendre des décisions, de les assumer et d'en gérer les répercussions. Ce dernier point, l'ESPER, est tiré de la source Esper Pro. Esper Pro, qui est une association de médiateurs de santé père basée à Marseille. Marseille, qui était le centre du travailleur père. C'est là où s'est trouvé le premier médiateur de santé père et qui a inspiré Un chez soi d'abord dans les années 2000 et qui a servi de base à tout le programme expérimental, maintenant qui est pérennisé, du Un chez soi d'abord, initié par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé. Ce serait trop long de vous expliquer ce que ce que c'est que le logement convenable selon l'ONU. Donc je vais répondre à vos questions s'il y en a et laisser la parole aux autres intervenants et au public. Merci de votre attention. Merci. Oui. Moi, j'ai peut-être une question. Je me disais, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci pour votre présentation. Je me posais une question. Je me suis demandé si, vous disiez, l'accès au logement, il est distinct de l'accompagnement et on peut refuser l'accompagnement et garder le logement. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Qu'est-ce qui se passe dans la pratique quand il y a un refus d'accompagnement? Eh ben, tout est dans la négociation, l'incitation. Concrètement, il y a des personnes que l'on voit une fois par mois ou une fois. Concrètement, tel qu'il est appliqué dans notre dispositif, si la personne est sortie de l'accompagnement pendant 6 mois, on lui propose de sortir du dispositif, un chez soi d'abord, mais on lui trouve un logement autonome. C'est-à-dire un logement autonome et en payant en plein pot le loyer, les charges sociales. Donc, c'est incitatif. Bon, dans les faits, il faut des aménagements parce que les principes, c'est la théorie. Et après, au quotidien, bon, dire si on ne te voit pas pendant 6 mois, tu trouves un logement autonome, ça peut être un peu coercitif parce que, bon, financièrement. Pardon? Ils sont bail glissant. Pardon? Les locataires du chez soi d'abord, Oui. ils sont en bail glissant.
Normalement, oui, en bail glissant, ouais. Mais bon, vu la tension du marché à Toulouse, les propriétaires n'acceptent pas le bail glissant parce que le fait que Solia, qui est le bailleur social, ultra social du dispositif, du groupement coopératif, n'arrive pas à négocier de bail glissant avec les propriétaires. Les propriétaires privés, ils préfèrent que Solia garantisse le loyer, garantisse les travaux. Voilà. Mais logiquement, normalement, c'est un bail glissant. Mais dans les faits, voilà, entre la théorie et la pratique, il y a quand même pas mal de différences, quoi. C'est-à-dire, il s'agit d'une sous-location, si je comprends bien. Oui, c'est une sous-location, oui. D'accord. C'est le locataire le locataire, c'est Solia, Solidarité Habitat. Donc, par rapport à l'autonomie, il y a quand même, si je puis me permettre, une différence entre une personne qui est en sous-location et une personne qui est en location. Une personne qui, enfin, je pose une question bêtement, une personne qui est en location n'est pas forcément, il a le choix de prendre des décisions que, admettons, il y a des travaux régulièrement, admettons que régulièrement, il y a un entretien chaudière. Oui. Lorsqu'on est locataire, on a le choix en fait de dire non, vous venez pas, j'ai pas envie. Vous venez plutôt à telle ou telle heure. Au moins, on peut négocier, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Mais tandis que le sous-locataire, lui, il est obligé de dire oui à chaque fois. Non, non, non. Les interventions, ben, ça arrive que les interventions, le locataire dise je ne suis pas disponible, ça ne m'arrange pas ou qu'il ne soit pas là. Mais bon, en même temps, il y a toujours la présence d'un binôme de l'équipe lors de l'intervention. Mais il est en droit tout est dans l'incitation, quoi. Tout est dans l'incitation, on va dans l'accompagnement. Voilà, il n'y a pas de coercition, mais il y a une incitation. On va discuter, négocier avec le locataire pour qu'il accepte le rendez-vous, pour lui faire comprendre que quand même l'entretien d'une chaudière, la sécurité du logement, et l'obligation de l'entretien de la chaudière. Il y a toute une éducation en fait, un travail. Il y a des éducateurs, c'est une équipe pluridisciplinaire, infirmiers, éducateurs, psychologues, psychiatres. Donc il y a toute une équipe qui va inciter dans ce cas présent la personne à accepter la visite. Il n'est- Et vous, moi, j'avais une question, vous parlez de la difficulté Oh, j'entends rien. aujourd'hui. Pardon, je ne vous entends pas. Vous parlez de la tension immobilière sur Toulouse, Oui, c'est ça? Oui, voilà. oui, oui. Qui, je pense qu'à Lyon est stricto sensu la même. Vous savez que le dispositif, logiquement, c'est la question des baux glissants et vous dites que vous avez des difficultés à ce que les gens acceptent, enfin que les bailleurs acceptent la question des baux glissants. Vous avez combien de logements? Vous arrivez à avoir un turnover de logements important ou pas du tout? Et comment vous faites en termes de négociation avec les bailleurs? Ben, ce qui se passe concrètement, il y a 150 logements, 100 logements dans le chez-soi classique, 50 logements dans un chez-soi jeune. Mais l'expérience du classique, c'est qu'il y a une longue file d'attente parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, quoi. Les personnes ont tendance à se chroniciser dans le dispositif. Et voilà, ça c'est un vrai travail qui est difficile de mener. La sortie du dispositif, le fait qu'il n'y ait pas de bas glissant, ben c'est un frein énorme. Enfin que dans la pratique, il n'y ait pas de bas glissant, c'est un frein énorme. Mais on essaye de trouver, soit orienté vers le parc des HLM avec le dispositif CIPLO, avec le dispositif CIPLO, avec un rapport du bailleur disant que c'est un locataire qui paye régulièrement ses loyers, qui ne casse rien, qui est dans les clous en quelque sorte. Ça facilite, ça permet de passer le dossier en haut de la pile. Et après, il faut trouver
trouver avec le locataire un logement hors du dispositif. Mais c'est vrai que c'est notre problème majeur, quoi, préparer la sortie du dispositif. Oui, bonjour. Alors, je suis Bruno Torre-Grossab. Du coup, je ne suis pas forcément très objectif parce que dans l'expérience professionnelle précédente, j'ai coordonné le dispositif d'abord à Paris. Du coup, c'est un dispositif que je connais bien. Mais pour revenir à la question de l'autonomie, un des points de tension, justement, c'était sur si l'un des principes, c'est l'accompagnement autour que de besoin, comment on pense la sortie du dispositif. Et autant sur la question de l'entrée, a été clarifiée la question de il n'y a pas de caractère prédictif à la capacité d'habiter, donc on peut pour le coup accueillir toute personne qui rentre dans les critères qui sont les critères du sans-abrisme, qui sont les critères du trouble psychique. Par contre, la question, c'est comment penser cette sortie et quelle distinction éventuellement vous faites maintenant entre l'autonomie et l'indépendance, puisque un des points de débat, c'était peut-on être autonome tout en étant suivi de toute façon par une institution, avec ce contrat justement de sous-location qui était un peu un filet à la patte sur tous les sites. Oui, ben, à vrai dire, la différence entre en même temps, l'autonomie, personne n'est autonome, hein. Personne n'est autonome, on est tous dans des réseaux. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer, de ne pas que le locataire ne soit pas dépendant de nous, c'est-à-dire l'orienter vers un psychiatre en libéral ou dans le service public, l'orienter vers un assistant social de secteur ou qui dépend d'un CMP ou des maisons des solidarités, l'orienter vers des réseaux, des clubs sportifs, vers l'emploi, par Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales. En fait, ce qu'on appelle le droit commun. Toute notre démarche, c'est que petit à petit, on détisse les liens on crée du lien, mais après on détisse les liens entre le locataire et l'équipe. Et aussi, il y a la décision de la personne. C'est est-ce que la personne se sent en capacité de se passer de nous. Mais bon, c'est voilà, autant que de besoin, des fois, ça peut être très long. Et surtout qu'un chez-soi jeune, c'est de 18 à 25 ans. Et là, ça fait 1 an qu'on existe. Et on se dit, comment ça va arriver quand ils auront 25 ans? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont glisser sur un chez-soi classique de 25 à pas d'âge? Ou est-ce qu'ils vont sortir est-ce qu'ils auront toutes les armes en main pour se débrouiller seuls dans la société? Est-ce qu'on va les orienter vers le parc privé? Est-ce qu'il y aura un bail glissant? Est-ce qu'on va les orienter, enfin, est-ce qu'ils s'orienteront vers, vers le parc public? Ça, c'est constamment notre questionnement, quoi. La sortie du dispositif, l'autonomie, et c'est pour ça qu'on essaye de tisser des liens avec d'autres partenaires du réseau, quoi. Que ce soit Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi. Mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Nadia, oui, bonjour, Nadia Belsman. Donc, j'ai suivi côté bailleur la mise à disposition de logements pour un chez-soi d'abord de Lyon. Et du coup, j'avais été assez interpellée par le fait que pour une partie des personnes, mais du coup, c'est pas des grands nombres, donc ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. L'accès au logement et l'inclusion, j'avais l'impression que ça se jouait plutôt parfois par le fait de perdre le logement, d'être du coup de pouvoir être relogé, de retenter à nouveau, et que du coup il y avait une forme d'apprentissage qui jouait dans le je perds ça se passe mal dans un logement, soit pour moi, soit avec l'environnement, etc. Et il me semblait qu'une des forces du dispositif, c'était de dire on ne laisse pas tomber, et du coup on met à l'abri et on retrouve un autre logement. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui jouait autour de la possibilité de laisser erreur, du recommencement.
avec, il me semblait, quelque chose d'assez… du coup, ça pouvait se passer pour certains, il y a eu 2-3 relogements dans la même année. Et je me demandais si c'était juste un effet des situations telles qu'elles s'étaient présentées, ou est-ce que vous observez ça aussi à Toulouse, dans le cadre du programme? Est-ce que pour des personnes, le fait de, entre guillemets, l'inclusion par le logement, elle se joue aussi parfois pas du premier coup? Est-ce qu'il faut recommencer à plusieurs reprises? Est-ce que c'est une clé de lecture qui est importante pour comprendre ce qui fait que ça marche dans ce dispositif, parfois mieux que dans d'autres où si on a perdu une fois son logement, on n'en a pas à nouveau? C'est une question. Oui, mais c'est exactement ça. Là, déjà, il y a des jeunes locataires qui ont été relogés 3 fois dans l'année. Parce que… Mais le principe, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de retour à la rue. Parce que, bon, c'est des personnes éloignées du logement, qui sont dans des troubles psychiques, dans des addictions sévères, qui ont l'expérience de la rue. Bon, c'est pas tant l'accès au logement qui pose problème, même si c'est très difficile, mais c'est de le maintien dans le logement. Et là, si ça se passe mal parce que la personne a tout cassé, que le voisinage se plaint, ou que la personne est envahie par des personnes qui sont malveillantes et qu'elle n'arrive pas à se défendre et qu'elle doit déménager pour retrouver un semblant de secret de son domicile, tout est mis en œuvre pour trouver un nouveau logement. Voilà. Mais bon, voilà, donc c'est au niveau du… Mais c'est la partie la plus difficile, quoi, parce que, voilà, il faut trouver du logement dans un marché en tension, il faut trouver un logement, il faut trouver en plus un logement convenable, éviter certains quartiers. Donc ça demande d'investir dans beaucoup d'investissements de la part qu'on s'appelle des personnes chargées de trouver de la captation du logement, de la gestion du logement. Ça demande énormément de travail de leur part, parce que plus un logement est convenable, plus il est cher. Et nous, on a des personnes, en plus de moins de 25 ans, qui n'ont pas droit au RSA, même si c'est en discussion et que c'est une proposition, enfin, que bon, ça ne dépend pas de nous, qui ont l'AH. On leur demande un tiers de leur revenu pour payer le logement. Le reste est payé par des subventions de l'État, de la DIAL et de Toulouse Métropole. Mais un logement convenable, à moins de 500 euros, on n'en trouve pas. Et quand on en trouve très peu. Et quand les propriétaires, on leur dit le profil du public qu'on en a, ça freine aussi. Donc, oui, mais le principe, oui, nous ne lâchons pas les personnes, nous les relongeons autant que de besoin. Ça, c'est aussi, ça se passe aussi à Toulouse. Je vous propose qu'on reste le point. Ça me paraît assez essentiel que ça soit vous qui preniez la suite, puisque vous parlez de l'habitat inclusif. Vous pouvez venir là. C'est bon, je peux commencer? Ah, je vous entends bien. Merci pour votre intervention. Donc, je vais prendre la suite. Donc, simplement, je suis Bénédicte César, je suis la directrice générale de l'association GRIM. Donc, l'association GRIM, c'est une association qui accompagne 2000 personnes sur différentes thématiques. On va de la protection au SAVS à des SAMSA, à des foyers et donc à des baux glissants aussi, PCB, et puis à une spécificité, un service qui, en 2002, était un service expérimental, qui était le service logement, donc qui est dans le 9e arrondissement, qui est une émanation du SAVS quand un constat avait été fait que dans le SAVS, il y avait une énorme problématique de logement et donc un service en 2002 qui a été créé, dont certains ont participé à l'écriture du projet dans la salle. Moi, non, je n'étais pas là. Mais voilà, donc c'est vrai que
C'est un service qui accompagne 39 personnes dans des logements en diffus sur le 9e arrondissement. On est bien dans un schéma de sous-location, on n'est pas dans un schéma de Beaubuisson, hein, pas du tout, et avec un contrat d'accompagnement qui est un contrat qui est de 5 ans. Donc, c'est un peu la spécificité, c'est qu'il y a un début et une fin à cet accompagnement et logiquement un accompagnement derrière vers un autre logement autonome ou pas, selon ce qui va pouvoir se décliner de l'accompagnement pendant les 5 ans. Ce qu'on a pu constater sur cette structure, après presque 20 ans de pratique, hein, puisque 2002-2021, on va se dire qu'on est presque à 20 ans de pratique, c'est qu'effectivement, la question de la sortie est quelque chose qui est excessivement complexe, parce que des personnes qui aujourd'hui fonctionnent bien dans l'accompagnement ont quasiment plus qu'un seul passage par semaine ou une fois tous les 15 jours. Eh bien, on va les accompagner vers la recherche de ce logement individuel. Alors, il y a la tension que je vais mettre à part, on va dire la question de la tension immobilière de Lyon, parce que, voilà. Mais on a aussi une tension de la personne qui fait que l'idée de ne plus avoir d'accompagnement, l'idée d'être laissé seul, fait que parfois, on a des retours en arrière assez importants, voire parfois des passages à l'acte qui font que ils nous font comprendre qu'en réalité, cet accompagnement ne peut plus pas s'arrêter, alors qu'ils étaient vraiment dans la démarche d'arrêt de l'accompagnement. C'est très, c'est un complexe. Le GRIM, c'est l'accompagnement du handicap psychique, hein, donc on sait personnellement que le handicap psychique, c'est des allers-retours. Enfin voilà, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc sur ces donc l'association derrière avec l'opportunité de la question de l'habitat inclusif, a pris la décision de se développer dans cette direction-là pour que effectivement on puisse envisager quelque chose plus dans une dimension de parcours avec des possibilités d'aller et retour. Donc toute l'organisation de l'association s'est transformée il y a 1 an. Nous étions en pôle de compétences, en silo, vraiment. D'un côté la protection, de l'autre côté l'accompagnement, de l'autre côté l'hébergement. Et on a décidé de s'organiser en territoire, en bousculant toute l'organisation des directeurs aussi, en mettant un directeur sur le Rhône, un directeur sur le territoire de la métropole, et en créant un directeur responsable des parcours et de l'innovation de l'association. Donc voilà, donc 3 avec un moyen conscient, hein, parce que bien évidemment, on ne nous a pas donné de moyens supplémentaires pour pouvoir faire ça, mais un moyen constant, on a travaillé ça et on a rapproché toutes nos équipes sur des sites pour qu'un travail soit beaucoup plus simple. Et on est en négociation aujourd'hui avec la MDPH pour ne plus avoir une orientation par service, mais une orientation sur l'association. Pour qu'aujourd'hui, effectivement, il soit beaucoup plus simple de faire quelques allers-retours. Alors, on sait la complexité des listes d'attente, on sait la complexité d'avoir des places, mais voilà, c'est essayer d'envisager vraiment individuellement toute cette démarche et donc de s'inspirer aussi de modèles un peu plus du Nord, on va dire, hein, avec la question des coordinateurs de parcours ou case managers, vraiment de rentrer dans cette dynamique-là, donc de faire changer aussi nos collaborateurs dans leur dynamique assez organisée en silo, qui n'est pas forcément évident, avec un gros service de protection. Alors, je vous rappelle que le service de protection, on n'est pas du tout orienté MDPH, hein, on est orienté par la justice, et heureusement d'ailleurs, sinon ça poserait quand même un problème que cette question de privation de liberté soit juridique, soit orientée par la MDPH. Mais voilà, donc on est dans cette démarche-là. On est aussi dans la démarche de pouvoir tester la PEVA. Donc la PEVA, c'est la pédagogie vie autonome qui a été développée par l'ADAPT sur Châlons. Alors, ils ont fait un webinaire il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Enfin bon, le temps passe vite, mais oui, je pense il y a 3 semaines, présentant cette pédagogie de vie autonome, où c'est vrai que les personnes qui sont accompagnées sont appelées comme étant des clients,
il y a vraiment une toute autre démarche. Alors, la question leur a été posée puisqu'ils sont plutôt spécialisés, enfin, ils sont spécialisés pardon, sur l'accompagnement de handicap moteur, physique. Donc, la question leur a été posée de savoir sur le handicap psychique s'ils pensaient que c'était quelque chose de copiable. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ils ont émis quelques réserves. Voilà, nous, on a participé plusieurs fois avec eux. On a été formés, un certain nombre de nos équipes, nos managers, sur cette question de la PEVA. Nos managers pensent que c'est quelque chose qui est possible. Eux disaient, enfin, voilà, faut faire attention parce que justement sur cette question d'aller-retour, sur le fait que le parcours d'une personne en handicap psychique est vraiment pas linéaire, logiquement, alors que pour eux, il y avait plus une dimension linéaire de l'accompagnement. Et donc, finalement, on sortait vers l'autonomie quasi systématiquement. Alors que c'est vrai que sur le handicap psychique, ce n'est pas forcément évident. Et l'idée de l'habitat inclusif, comme elle a été présentée, et puis de l'APV, donc plus le financement vous aviez avant un forfait habitat inclusif, et là, la métropole va basculer sur l'APV, l'aide personnalisée, la fin de l'acronyme, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, mais je ne l'ai plus. Voilà, c'est-à-dire que l'APV pourrait aller de 3 000 € d'accompagnement jusqu'à 12 000 € d'accompagnement par personne et par an, donc avec vraiment une individualisation. Donc nous, on se penche plus dans cette direction-là, en se disant qu'effectivement, l'avantage de l'habitat inclusif, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui se finit. Il n'y a pas de notification pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. Ne mettrait pas dans une situation d'angoisse les personnes qu'on peut accompagner et permettrait de continuer cette question de parcours et pourrait être aussi une occasion de pouvoir, parce qu'on a pris contact avec l'ensemble des bailleurs sociaux et eux-mêmes ont identifié dans les personnes qui vivent chez eux, qui n'ont ni orientation MDPH, ni quoi que ce soit, des difficultés qui permettraient peut-être aussi de rentrer dans cette dimension d'habitat inclusif, donc d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Voilà, aujourd'hui, nous, à peu près où on en est, en sachant que c'est récent, puisque toutes ces mobilisations ont 1 an, tous ces changements ont 1 an, ça fait 3 ans qu'on les prépare, mais ça effectif depuis 1 an. Par rapport au handicap, on est aussi rentré, on est rentré au bureau de la plateforme 360 parce qu'on a pensé, alors je ne sais pas si vous connaissez la plateforme 360. Voilà. C'est une plateforme nationale, 360. C'est un numéro de téléphone, 0800 360 360, où on peut appeler entre 9h du matin et 19h30 tous les jours, plus le samedi matin, et où on va vous répondre aux questions de handicap, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Donc, niveau 1, quelque chose qui va être simple, réponse rapide, niveau 2 qui va nécessiter une coordination, et puis niveau 3, ce qu'on appelle les cas complexes. Et toutes les associations handicap du Rhône, enfin pas toutes, une grande partie de l'association handicap du Rhône se sont inscrits dans ce projet-là. On prenne des permanences. Alors aujourd'hui, c'est surtout les directeurs et les chefs de service qui prennent ces permanences-là, qui répondent et qui essayent de traiter les dossiers pour avoir une véritable coordination sur l'ensemble des associations. Donc, dedans, vous avez des grosses associations comme l'ADAPI, comme l'OVE, comme La Roche, enfin voilà. Alors, tout entrant, c'est-à-dire que toute personne peut appeler, que vous soyez aidant, personne handicapée, simplement du renseignement, tout le monde peut appeler. Ça s'est lancé le 6 mai à Lyon, parce que c'est dans le Rhône, c'est le 6 mai, et parce que dans le 42, par exemple, ça fait 1 an que ça existe. C'est une plateforme nationale. Voilà, et donc ensuite, donc on est organisé dans ce schéma-là et de se dire, voilà, c'est une ouverture et c'est vraiment la question de parcours. C'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table, alors sans faire un pays de bisounours, enfin, je veux dire, on n'est pas… voilà, mais tout le monde essaye de se mettre autour de la table pour trouver une solution d'accompagnement de ces personnes. Tout le monde, cette plateforme, elle est vécue comme étant peut-être encore un autre système de plateforme pour répondre aux cas complexes, aux 119, aux 300, aux 500 cas qui attendent, et dont personne pour l'instant, ni avec la cellule RAP, ni avec les cellules GOS, enfin, ce qui existe à la MDPH, n'est arrivé. Donc, d'essayer de trouver cette solution-là avec cette plateforme 360. Donc voilà, et moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on porte à la CDMCA, qui travaille sur la question de l'habitat inclusif, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est que le fait d'être cantonné dans le médico-social ne doit pas se rester cantonné au médico-social, qu'aujourd'hui,
si on doit travailler l'habitat inclusif, on doit le travailler notamment avec les associations d'éducation populaire qui sont sur chacun des secteurs. Moi, je suis une ancienne présidente de centre social, donc autant vous dire que c'est pour moi plus qu'important. Leur dynamique à MJC et centres sociaux, c'est le vivre ensemble. Je ne peux pas comprendre que l'habitat inclusif ne se mette pas sur cette question-là. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qui est porté par les associations et par la CMDMCA qui intervient auprès de la métropole, c'est qu'effectivement, l'habitat inclusif n'est pas un domaine du médico-social. Et qu'aujourd'hui, on doit pouvoir le porter de manière beaucoup plus prégnante. Voilà. Voilà. J'essaye d'être synthétique, c'est quelque chose qui me passionne. Mais des questions, des remarques. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce rapprochement souhaité avec les centres sociaux, les MJC, etc., notamment par rapport à cette question d'isolement, logement, et puis le fait que du coup, on voit bien que quand le lien est avant tout par des équipes de professionnels mandatés pour accompagner dans un cadre, c'est compliqué de sortir du dispositif, parce que c'est couper les liens, et en même temps, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, ça m'intéresserait peut-être que vous disiez comment les liens peuvent se tisser, voilà. Et une autre question complémentaire par rapport à cette plateforme 360 qui se met en place. Donc, du coup, je comprends que c'est un peu une plateforme à la fois d'orientation, de coordination. Et je me dis, qu'est-ce qui fait, de votre point de vue, que ce qui devait s'organiser était sans doute prévu dans le cadre des structures liées à la MDPH, etc. Pourquoi ce qui ne fonctionnait pas dans un cadre pourrait mieux fonctionner dans ce cadre-là? Ne fonctionne pas. Voilà. Je pense que c'est ça. Qu'on se retrouve avec des structures. Là, je vais parler du médico-social, mais aujourd'hui, même quand vous avez un gosse, une réponse accompagnée, tout ce qui arrive sur la structure, vous avez tous les directeurs qui proposent à faire rentrer les personnes. Sans avoir un seul moment l'idée qu'une personne peut avoir droit à un parcours, un droit à l'erreur, peut avoir le droit à une autre possibilité, parce que tout le monde se dit, une fois qu'il est rentré chez moi, il ne ressortira jamais. S'il me met à feu l'équipe, ce sera la catastrophe. Les équipes qui sont en conflit et qui ne veulent pas en entendre parler et qu'on est obligé d'accompagner énormément. Enfin voilà, ça, pour moi, c'est un vrai problème du médico-social. Et pourtant, je suis du médico-social. Enfin, j'ai fait toute ma carrière dans le médico-social, même si je suis de formation juridique. À la base, je ne suis pas un travailleur social. Je le suis devenu, mais initialement, je n'étais pas un travailleur social. Mais cette opposition systématique que je comprends, je suis directrice, j'ai été chef de service, je comprends bien que des équipes peuvent être mises à mal quand une nouvelle personne va arriver, ou des personnes accompagnées qui sont dans la structure. Enfin, voilà, ça peut être excessivement compliqué, ça nécessite de l'adaptabilité, ça nécessite de la formation à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais ce n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, je me bats sur l'association quand aujourd'hui on me dit c'est bon, mon taux d'occupation est à 82%, ça suffit. Je ne suis pas d'accord. Donc, bon, ça fait qu'1 an que je suis là, mais je ne suis pas d'accord avec ce taux-là. Parce qu'on me dit oui, mais il y aura les 3 prochaines années qui vont arriver, ça va être le calcul sur les 3 prochaines années, après on nous redemandera de monter à 87%, donc il faut qu'on reste sillonné à 82-84%. Et quand je vois la masse de personnes qui sont en attente, c'est pas possible, on ne peut pas répondre à ça. Et comme de l'autre côté, ça c'est le problème du médico-social, puis de l'autre côté, vous avez le problème du financeur, ou quand vous avez quelqu'un qui va être hospitalisé à long cours, qu'on vous dit de garder la chambre et de garder l'hébergement, le lieu, alors qu'on sait que l'hébergement va être pour 6 mois, 8 mois, et qu'il n'y a aucune possibilité de se dire peut-être qu'un temps d'essai, d'hébergement temporaire pour quelqu'un d'autre pendant ces 6 mois où on sait qu'il est hospitalisé, enfin voilà, parce qu'effectivement, ça se pose des problèmes, parce que c'est son chez lui, c'est sa maison,
Et donc, comment on va faire, mais comment on fait et comment ça justifie à un moment qu'une chambre soit complètement disponible pendant 6, 8 mois. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de négociations à avoir. Moi, j'ai des problèmes dans des foyers et je vois le financeur incapable de me répondre sur des choses comme ça où je leur dirais, bah, écoutez, on peut peut-être essayer d'accompagner quelqu'un sur… voilà. Donc, ça répondra peut-être à cette question de 360. Il y avait une première question que je n'ai pas notée. Sur le Ah, voilà. Donc ça, alors ça, malheureusement, ça tombe finalement sur les interpersonnalités qu'on a pu avoir ou qu'on a pu développer avant. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris contact avec les directeurs de centres sociaux, enfin, notamment mon ancien directeur de centre social, c'était quand même plus simple. Et comme c'est celui de Vèze, c'est un gros centre social, le centre social Pierrette Augier. Donc, voilà, de pouvoir prendre contact avec lui, de prendre contact avec les fédés, qui aujourd'hui sont assez surprises de se dire, tiens, le médico-social vient nous voir. Nous, Grimm, il y a 12 ans, on a adhéré au centre social de Vèze, puisque moi, ça me paraissait complètement fou que le service logement est dans le 9e arrondissement. Comment ça se fait qu'on ne soit pas forcément dans le centre social, enfin, voilà, puisqu'il n'y a pas d'MJC en bas, le bas 9e, le haut 9e a MJC, mais le bas 9e n'a pas d'MJC. Donc voilà, c'était de se dire, donc ça c'est tout du conventionnement qu'on va faire avec eux et de voir comment on va pouvoir travailler avec eux. Et puis après reste toujours la problématique, mais ça je ne sais pas comment on arrivera, malgré toutes les lois qui peuvent sortir, sur la question du logement. Moi, ce que je trouve aujourd'hui terrible, c'est qu'on a un service logement qui est dans le 9e arrondissement, on a des gens qui sont prêts à sortir et on les envoie à Vénissieux, enfin Vénissieux, c'est un exemple, hein, mais complètement expatriés de là où ils étaient, là où ils ont fait leur tissu social, et on nous dit, je ne comprends pas, finalement ils sortent, mais ça ne marche pas. Je sais pas. Enfin, moi, on me déracine de mon lieu de vie sans problème forcément de handicap. Il faut quand même un temps pour qu'on refasse, il faut retisser des liens. Et on sait bien que, particulièrement dans le handicap psychique, le tissage de liens est quelque chose d'excessivement complexe. Donc voilà, ça me questionne beaucoup. Je vous donne peut-être beaucoup d'interrogations plus que d'affirmations. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans des choses comme 360, on est vraiment à se dire que tout le monde doit y être. Ce n'est pas une structure de médico-social, c'est pas comme RAPT. C'est-à-dire que le droit commun doit être là et ces structures-là aussi doivent être là pour qu'elles entendent ce qui se passe et qu'elles soient associées. Et pas qu'on vienne simplement taper à la porte parce qu'on les connaît. Quoi. Voilà. Merci. Merci parce que ça m'éclaire un peu. Et enfin, moi, je vais suivre un peu là sur les années qui viennent, voir ce que ça produit. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Nous aussi. Ouais. Mais sachez que nos équipes sont aussi bousculées dans tout ça. Et voilà. Ça circule et ils sont complètement. Il y a des moments où ils sont désemparés. Dans la crise Covid en plus. Vous avez présenté, et là vous dites quelque chose qui est important. Oui. C'est comme quand tu commences à l'UNAVEN et que tu c'est un peu ça. Moi, les équipes aujourd'hui, très organisées, et aujourd'hui, on est dans le flou. On réorganise tout. Les pouvoirs publics ne sont pas encore organisés dans cette dimension-là, même si c'est la volonté de la politique publique, mais on sait bien la lenteur des services pour aller là-dedans. Donc, nos équipes sont vraiment déstabilisées parce que on leur demande de penser de manière macro et plus micro comme on pouvait le faire avant. Et ça, et en plus, on a joué de malchance quand même parce qu'on avait prévu un certain nombre d'étapes de formation et de temps d'échange. Mais très honnêtement, le service logement et tout l'hébergement est rentré dans la démarche de territorialisation le 1er mars 2020. Donc, et le 12 mars,
on a eu un peu une enclume qui nous est tombée dessus. Donc, voilà, donc là, on est en train de reprendre. Aujourd'hui, c'est plus nos cadres qui sont assez déstabilisés par tout ça, qui ont besoin de… Voilà, on est en train de reprendre, on sait que c'est difficile, c'est la technique voilà. Il faut les associer, il faut retrouver des repères, mais il va falloir accepter, et c'était l'objet avec une réunion avec mes cadres jeudi, il faut accepter aujourd'hui que tout ne sera plus… Notre défaut au Green, c'est qu'on était ISO 9001. D'accord, labellisé ISO 9001, démarche qualité. Ça a très bien structuré l'association. Mais par contre, ça ne fonctionne qu'en process et procédure. Et à partir du moment où on sort de ça, ça déstabilise tout le monde. Je ne remets pas en cause. Ça a été très bien de faire 9001, ce n'est pas le souci. On change aujourd'hui, on va changer de labellisation. On abandonne 9001, on part en 26 000 en RSE. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus flou, entre guillemets, mais qui aujourd'hui, il faut qu'on forme… Une des valeurs du Green, c'est l'adaptabilité. Ça avait été dit par nos collaborateurs il y a 3 ans. Et aujourd'hui, quand on leur dit, ben, c'est ça, voilà, on est obligé de retrouver tous les repères, enfin, de reprendre de nouveaux repères sans qu'on soit dans quelque chose de carcan. Et ça, ça manage, c'est difficile. Moi, je ne vais pas cacher les choses, hein, ça ne sert à rien. Mais voilà, j'ai repris la direction générale en avril, et donc, l'ancienne directrice générale était dans cette dimension. Hein. Peut-être ce qu'on va faire, c'est que ceux qui souhaitent continuer la discussion avec vous pendant la pause, oui. On va prendre le temps. On va prendre le temps de vous écouter. Concernant la pause, on va enchaîner les deux ateliers, on fait une pause après. Ok. Donc, une fois que cet atelier est terminé, on va passer à la prochaine atelier. D'accord. Et vous voulez la parole pour nous présenter le point? Je vais vous partager leur PowerPoint. Merci. Normalement, là, vous l'avez. Du coup, j'espère que vous essayez comme ça. Bonjour à tous. On va vous proposer une présentation sur un dispositif dans le cadre du programme Logement d'abord. Donc, moi, je suis Julie Marcel, je suis chef de service formation au sein de l'association Alinéa. Et je suis accompagnée ce matin par Sarah Belcatal, qui est chargée d'accompagnement à la création d'entreprises dans le cadre du dispositif Cowork porté par Alinéa, financé par la métropole de Lyon. Ce dispositif est né d'un constat que nous observions dans les CHRS, dans certains CHRS, notamment les CHRS en diffus portés par Alinéa, et qui portaient notamment sur l'accès à l'emploi comme moyen d'accéder au logement autonome. Et la question qui se posait, c'est que souvent, on orientait en fait nos hébergés vers des métiers de premier emploi ou des métiers à fort besoin de main-d'œuvre qui ne répondaient ni aux compétences des personnes, ni aux volontés des personnes en termes d'accès à un métier. Et pourtant, ces personnes avaient des compétences propres, parfois acquises soit dans une expérience antérieure, potentiellement dans un autre pays, et ces compétences propres n'étaient pas exploitées. Le constat a été de pouvoir proposer aux personnes un dispositif dans le cadre du postulat du pouvoir d'agir, de pouvoir permettre aux personnes d'accéder à des informations leur permettant de créer leur propre emploi. Et est né le dispositif Cowork, qui est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises, permettant finalement de considérer l'entrepreneuriat comme une opportunité pour la personne dans son accès à l'autonomie. Donc, on va donner l'opportunité à des personnes en situation de précarité face au logement, prioritairement aujourd'hui des personnes hébergées, de pouvoir accéder à un accompagnement pour consolider un projet, développer un projet, envisager simplement un projet de création d'entreprise. Donc, en termes de cible, le seul prérequis, puisqu'après, on sera dans de l'inconditionnalité de l'accompagnement, le seul prérequis d'être autorisé à travailler sur le territoire et d'être en difficulté face au logement.
À partir de là, l'accompagnement peut être mis en œuvre dans un souci d'accès prioritairement déjà à l'information. Sur la création d'entreprise, nous observons beaucoup d'autocensure. L'entreprise est vue comme, en tout cas la création d'entreprise est vue comme une démarche élitiste dans laquelle il faut nécessairement bénéficier de fonds pour pouvoir créer. Et pourtant, beaucoup de personnes hébergées aujourd'hui sont auto-entrepreneurs et ne disposent pas des informations leur permettant, de stabiliser leur activité, de sécuriser aussi l'impact de leur activité par rapport à leur statut et par rapport à leurs droits, de le développer pour accéder à l'autonomie. Et donc, le cowork va intervenir sur l'ensemble de ces dimensions, à la fois l'émergence d'idées et l'accompagnement à la création puis au développement, mais également l'accompagnement à la stabilisation et au développement de personnes qui auraient déjà créé. Notre rôle est surtout d'évaluer en quoi la création d'entreprise peut être une opportunité ou une menace. Parfois, la création d'entreprise est une menace ou le maintien en situation auto-entrepreneur est une menace. Et le travail qui est fait au sein de ce dispositif est celui-ci et repose sur 2 dimensions. À la fois la dimension création d'entreprise, qui est portée par Sarah, qui vous en dira un peu plus après, et portée également par notre collègue chargé d'accompagnement socio-administratif et dont le rôle est de sécuriser l'impact de la création d'entreprise sur le maintien des droits ou l'accès aux droits des personnes que nous accompagnons. Ce qui était important pour nous, surtout sur le cowork, c'est que le coworker que nous accompagnons soit maître de sa décision. Il doit avoir accès aux informations. Notre rôle est de lui donner des informations, le plus d'informations possible, pour pouvoir le laisser maître de sa décision, de créer ou non, de maintenir ou non son entreprise. Donc, on va être vraiment dans un accompagnement, dans une information et également, et c'est important, dans un travail partenarial avec l'ensemble des structures qui accompagnent le coworker qui nous est orienté. Les coworkers ne sont pas nécessairement des hébergés d'Alinéa, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout la majorité. On va accompagner toute personne de la métropole de Lyon. Donc, on va aussi travailler évidemment avec l'ensemble des structures qui vont accompagner les coworkers partenaires et notamment dans tout ce qui va être démarche d'accès au logement, puisque ça reste l'objectif de ce dispositif financé dans le cadre du logement. Tu veux compléter quelque chose ? Vous avez des questions sur comment on accompagne, parce que l'accompagnement à la création est totalement différent d'autres dispositifs d'accompagnement qui sont déjà sur le territoire. Généralement, en fait, on les accompagne en leur demandant quelle est la situation des logements sociaux qui sont en cours, parce qu'ils ont quand même une forte ancienneté. Et ça peut arriver que des personnes génèrent trop de revenus par rapport aux dispositifs sociaux qu'ils ont, mais ils n'ont pas aussi les compétences pour pouvoir trouver un logement dans le privé parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, parce qu'ils n'ont pas assez d'ancienneté en termes de paiement de loyer, donc ça ne rassure pas les bailleurs. Et parfois, certains bailleurs privés ne sont pas forcément rassurés par l'entrepreneuriat, donc il faut aussi pouvoir négocier ça. Oui. Du coup, sur la partie vraiment accompagnement à la création d'entreprise, je me disais par rapport à des structures comme l'ADI ou d'autres, j'imagine, qu'est-ce qui fait la spécificité du dispositif cowork? Par exemple, on a travaillé avec l'ADI, les personnes ont déjà été financées par cette structure, et nous, on va faciliter l'accès à ces dispositifs-là, parce que tous les rendez-vous d'accompagnement ne se font pas en français. En fait, toutes les personnes que j'accompagne, on n'est que 2 qui parlent en français. Le reste, c'est en roumain, en anglais, en arabe, et on a des bénévoles qui sont là, et on a des cours de français appliqués à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on fait un accompagnement qui est un peu proche des objectifs de développement durable. Donc, le DD1, c'est lutter contre la pauvreté. C'est aussi notre cible. Et derrière, j'ai ma collègue qui est intervenante sociale qui s'assure que la personne mange à sa faim, qu'elle fasse remonter les informations directement à l'assistante sociale. Par exemple, nous, quand on a une personne qui déclare ses revenus, elle vient avec nous et on fait en sorte que tout le monde ait ces informations, ne serait-ce que pour payer le loyer, parce que souvent, il y a des participations de 10%, et on essaye de les faire sortir de l'économie informelle ou illégale pour les amener au formel et montrer que c'est tout bénéfique pour eux parce que ça va les aider à s'en sortir. Autre élément, quand la personne vient en rendez-vous, on fait ce qu'on appelle un rendez-vous de coordination tripartite entre tous les acteurs qui font son accompagnement social. Et moi, j'envoie le compte-rendu à toutes les structures en fait, qui sont présentes. Et quand j'accompagne le bénéficiaire seul à seul, je lui demande, voilà, s'il n'y avait pas ces structures-là qui étaient présentes et que vous deviez trouver un logement dans le privé, c'est quel type de logement? Et généralement, ils vont me dire un T4.
un T2, un T3. Ils ont aussi en tête un territoire. Et on va montrer la réalité. Donc, on va chercher un logement comme si on était, comme s'il n'y avait aucun problème au niveau social. Et là, la personne va découvrir qu'il faut 3 fois le montant du loyer pour atteindre ce logement-là. Est-ce que l'activité ou les compétences qu'il a pourraient l'amener à créer une activité qui génère 3 fois le montant du loyer privé dans le privé? Donc après, on fait tout un chemin de vie. On discute avec lui sur quelles sont ses portes de sortie. Et là, il a un objectif en tête, un objectif chiffré de revenus à faire grâce aux compétences qu'il a. Donc, soit il va monter en compétences, soit il va exploiter ses compétences déjà existantes. Et on a des gens, par exemple, qui font des très hauts revenus parce que c'est des artistes et ils ont trouvé un très bon contrat, qui font 4 000 € par mois. Et on a d'autres personnes qui créent leur activité et qui, en fait, avaient pensé l'entrepreneuriat juste pour avoir le RSA, juste pour pouvoir ouvrir des droits et en se disant, c'est bon, ça va stabiliser la situation et avec juste le RSA, je pourrais avoir peut-être accès à un logement parce qu'il y a des revenus stables. Et nous, on essaie aussi de les amener à penser plus loin, à essayer d'avoir plus de clients et à monter en compétence sur ça. Donc, on accompagne sur toutes les étapes de la création d'entreprise, que la personne ait créé son activité ou qu'elle ne l'ait pas encore créée. Une personne qui touche une personne handicapée, on fait pareil. Pareil. Et aussi, j'oriente vers les partenaires. Par exemple, on a des personnes qui ont un handicap, donc je leur parle aussi de toutes les structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes qui ont un handicap, comme HF, qui sont présents sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a des droits d'entrée. Et souvent, on a des profils où leur demander de mettre 50 € pour être accompagné, c'est très difficile pour eux. Donc, on essaye aussi de faire cet accompagnement-là pour faciliter l'accès à des dispositifs qui sont déjà existants et qui fonctionnent très bien sur le territoire. Qui peuvent être portés par l'équipe, qui peuvent être portés par les qui peuvent être portés par des projets restauration. Notre travail, ça va être surtout l'évaluation initiale de la double compétence entreprise à la situation sociale. Et c'est ce qui va faire la particularité du cowork par rapport à l'offre d'accompagnement qui est métropole. L'offre d'accompagnement qui va être un peu différente parce que portant sur cette double accompagnement au regard de la connaissance que peut avoir Alinea des publics en précarité face au logement. Oui, merci pour votre présentation. Du coup, je dis, c'est des personnes qui sont en situation de précarité que vous accompagnez et j'ai l'impression que l'auto-entrepreneuriat, c'est dans l'air du temps, dans cette société de précarité et que ça ne donne pas beaucoup de sécurité quand même. Et alors, je me dis, moi-même, j'ai fait et je vois un peu ce que c'est. C'est pas très structurant, c'est pas très sécurisant. Et voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, quoi. Du coup, comment vous gérez ça? Et puis, j'avais une question aussi sur le type de travail que les gens font, parce que je pense qu'en fonction des. Si on est aide pour les enfants, voilà, il y a beaucoup de temps partiel, voilà. Peut-être donc les rentrées d'argent sont assez différentes. On n'est pas, tous les auto-entrepreneurs ne se valent pas en termes financiers, quoi. Les auto-entrepreneurs et en n'ayant pas conscience de la conséquence de ce statut. C'est-à-dire que souvent, ce sont des personnes qui avaient dans leur représentation, l'auto-entrepreneuriat, ça ne coûte rien. Donc, la CFE ne connaît pas toutes les déclarations URSSAF, ne savait pas. Et en fait, ils ont créé ce statut par bouche à oreille. Mets-toi auto-entrepreneur, si tu ne gagnes pas, tu ne payes pas, et puis si tu gagnes, tu payes 10%. Alors, cette représentation, elle est extrêmement erronée, et notamment dans le travail qui est fait par Sarah, l'objectif, c'est aussi, et ça va vous paraître peut-être étonnant, mais de clôturer les auto-entreprises parce qu'elles sont elles-mêmes une menace, effectivement, pour les personnes en termes de revenus. C'est-à-dire que l'entreprise devient non pas une opportunité de ressources, mais une menace
un risque de précarisation encore plus grand de leur situation. Et c'est notamment le travail qui est fait par Sarah de clôturer les auto-entreprises, quitte à se relancer dans une dynamique entrepreneuriale, mais avec un travail de préparation plus important. Certains se sont levés le matin et ont créé une entreprise, sans conséquence. Depuis tout à l'heure, on parle d'auto-entrepreneurs et je ne sais pas ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire qu'on parle du statut d'auto-entrepreneur et je rejoins ce qui est dit sur l'incertitude et je comprends très bien qu'une partie de votre job, c'est finalement de clôturer ça. En fait, leur métier, c'est quoi? Ils font quoi entre guillemets? L'activité à l'intérieur du entrepreneur, ça peut être quoi par exemple? Alors, c'est pas du statut. Donc, c'est ce que dit aussi les bénéficiaires, on est toujours avec eux. De créer un micro-entrepreneur, on ne crée pas une activité sur un projet. C'est un projet qui doit générer des revenus. Déjà, les faire venir à ça, on dit sur la sécurité. C'est la sécurité la plus forte. Donc, en fait, c'est les logements. Donc, quand ils entreprennent, c'est juste pour avoir le RSA et des aides à côté et se dire, bah, comme ça, au moins, on ne me met pas dehors, je ne retourne pas dans la rue. Donc, je pense que l'insécurité du logement est tellement plus forte que celle de l'entrepreneuriat que ce n'est rien du tout ce qui leur arrive. Enfin, d'où l'intérêt d'être accompagné. Les profils qu'on a, c'est dans tous les secteurs. Donc, on a dans le transport de marchandises, qui est des secteurs qu'on retrouve le plus souvent, mais on a aussi, moi, j'ai par exemple une personne qui va développer une franchise russe en France, dans tout ce qui est domaine des cosmétiques et des produits de bien-être et des produits alimentaires. On a dans l'alimentation, on a aussi un institut de beauté qui est déjà ouvert, qui est sur Lyon. Et en fait, par exemple, pour cette personne-là, c'est un bail existant. Et en fait, le propriétaire ne voulait pas re-signer avec elle parce qu'il avait peur du statut d'entrepreneur. Et c'est parce qu'elle est accompagnée par le coworking attorney qu'elle a pu en fait, c'est ça, c'est qu'ils vont demander un premier bilan, des choses comme ça, mais surtout pour nos bénéficiaires, c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils vont demander beaucoup plus de preuves qu'à quelqu'un qui a vécu en France et qui n'avait pas eu de problèmes sociaux. Et c'est quelque chose, moi j'essaie aussi de sensibiliser des partenaires qui sont très éloignés de l'accompagnement social. Vraiment, on les oriente vers l'ADI, mais on les oriente aussi vers d'autres structures comme RDI ou France Active, où là, ils devront demander un financement à la banque. Et une personne qui ne maîtrise pas très bien le français, qui a rencontré des gens avec des fortes empathies et qui doit ensuite devoir rencontrer un banquier présentant en moins d'1 heure tout un business model, elle a besoin d'être accompagnée sur un temps long et d'être assurée sur ça. Et moi, l'accompagnement que je fais à côté sans lui dire, c'est que je contacte le conseiller et j'explique en fait quel est le profil des personnes qu'on accompagne pour qu'il ait aussi cette sensibilité, cette compétence douce pour accueillir la parole de cette personne. Donc, c'est surtout le secteur d'activité et la compétence. Après, les revenus, c'est vraiment, ça va dépendre de leur capacité à communiquer. Donc, nous, on les fait sensibiliser sur le fait d'apprendre le français. Par exemple, il y a des personnes, on a réussi à les convaincre de fermer l'activité et d'apprendre le français. Est-ce que vous avez des Français aussi? Alors, bon. Qui sont entrepreneurs? Parce que moi, j'ai un fils qui est entrepreneur. Et ça fait des années qu'il travaille à son compte et il a mal de chien pour trouver un logement. Il n'est pas handicapé. Ok. Il est en logement actuellement? Il est en logement, oui. Et c'est le bail au nom de sa compagne. Sinon, il ne pouvait pas en avoir un avec une agence immobilière. Oui, nos seuls deux critères, on accompagne, on n'a pas de critères sur la personne en fait, ou le projet. On a juste deux seuls critères, c'est qu'il ait l'autorisation de travailler, donc c'est le cas, et puis qu'il soit en difficulté face au logement, de tout ce qui est hébergé, foyer, en CCAS. Et si jamais la personne ne correspond pas aux deux critères, vous pouvez tout à fait nous contacter. Et nous, on connaît les acteurs sur le territoire, et après, on oriente vers la personne les associations. Il a souvent été hébergé chez quelqu'un, mon fils. Oui. Oui, souvent, c'est quelqu'un qui oriente, mais c'est pas grave. Honnêtement, j'ai des personnes, des bouches-oreilles fonctionnent aussi. Et après, il reprend contact avec les assistants sociaux, les personnes qui sont en insertion. Je retrouve là pour faire le premier rendez-vous pour tout le monde ait le même niveau d'information. C'est important aussi. Ouvert aux personnes. Alors, j'aimerais savoir, en fait, alors ça a peut-être été déjà posé, mais j'aimerais savoir quel genre de personnes, quel profil. Moi, personnellement, il me semble que les enjeux sont quand même extraordinairement colossaux, quoi. Enfin, je dirais, pour aller à la banque, emprunter une somme, etc., faire confiance à long terme, voilà. Enfin, bon, c'est mon impression. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je me demande quel type de personne. Voilà.
Comme disait Julie au tout début, que c'est très élitiste, l'entrepreneuriat, c'est la vision qu'on a. Non, mais il n'y a même pas l'élitisme. Il n'y a pas d'élitisme maintenant, l'entrepreneuriat. Il n'y a pas besoin, quoi. Enfin, c'est pas l'élitisme, quoi. Ça dépend de Non, mais ces personnes-là, en fait, c'est qui, en fait, une personne handicapée psychique, est-ce qu'elle est légitime de faire, voilà, vous proposez un moyen de dire, elle a un projet, etc., elle vient vous voir, etc. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui fait que, voilà, vous allez faire confiance à cette personne, vous allez croire que le projet, je dirais, il semble pertinent, que vous lui faites confiance, etc. Parce que moi, en fait, là, je trouve que c'est vraiment dangereux. Alors, vous êtes peut-être, je dirais, vous avez peut-être effectivement les outils qui permettent de. C'est quoi votre sélection, en fait? D'identifier que le projet est solide, que le projet est de l'orienter sur l'outil de financement, la modalité de financement, qui serait la plus adaptée. Par contre, la base, c'est de proposer l'accompagnement à l'évaluation du projet à tout le monde. Et après, il y a des personnes qui vont effectivement finalement abandonner le projet, ou alors on va, via les outils d'accompagnement, les accompagner à prendre conscience des étapes peut-être préalables à faire. Par contre, on va partir du principe que à la base, nous allons accompagner tout le monde. Et après, c'est dans l'accompagnement que nous allons pouvoir avancer avec la personne pour vérifier que c'est une réelle opportunité pour elle dans son parcours. Merci. Micro-question, alors c'est un petit détail, je ne sais pas si vous dire que mais c'est pour informer en amont qu'on va lui orienter quelqu'un, on fixe un rendez-vous, mais c'est aussi pour savoir qu'avoir des compétences, comme vous les avez tous mis dans le cadre de votre métier, des banquiers ne l'auront pas forcément. Et donc, du coup, pour nous, quand on fixera un rendez-vous avec eux, c'est de les rassurer aussi en disant, vous inquiétez pas, on travaille avec cette banque-là dans le sens où on a communiqué avec eux. Ils ont conscience, en fait, aussi des publics qu'ils vont accueillir, parce que les remarques d'un banquier peuvent être aussi assez blessantes. Ça ne passe pas forcément sur le projet entrepreneurial, ça peut porter sur les compétences. Je ne sais pas si la personne qui avait entrepris, enfin, qui était micro-entrepreneur, pourrait aussi parler de ça, mais il faut aussi accompagner la personne pour qu'elle prenne conscience que quand elle va se réinsérer dans la société, elle va se réinsérer comme tout le monde et elle doit aussi avoir la force de pouvoir se défendre, défendre son projet, défendre son parcours devant une personne qui ne va peut-être pas faire preuve d'autant d'empathie ou d'écoute que vous pouvez faire. Il y a un processus de suspicion, de vérification et d'investigation qui va dans tous les sens. C'est du non-droit total. Il y a des petites blagues sur la vie privée, machin. Enfin, c'est n'importe quoi la manière dont les banques réagissent. Elles sont en tout pouvoir. De toute façon, on a besoin de passer par une ouverture de compte avec des trucs un peu cadrés. Donc, pareil pour une asso. C'est hallucinant. Donc, que vous soyez des interfaces accompagnantes me semble vraiment génial. Je n'avais jamais entendu parler de ce type d'interface, en fait. Et là, comme je viens de le vivre et en me disant, wow, n'importe quoi la manière dont je me dis, heureusement qu'on était. Moi, j'aurais bien été être accompagnée par vous aussi. Voilà. Merci. On va peut-être s'arrêter là parce que je crois qu'il y en a tous les après qui attendent en particulier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu vas faire quoi de la photo? Ok.